RDC cessez-le-feu. En République démocratique du Congo, la guerre n'est plus que conventionnelle. Elle surfe sur le numérique et entame sa navigation sur l'hybridité. La guerre hybride déjà à l'Est est une stratégie militaire qui allie les opérations de guerre conventionnelle, de guerre asymétrique, de cyberguerre et d'autres outils non conventionnels, tels que la désinformation. C'est une forme de guerre irrégulière, et si nous, le Rwanda, nous l'impose, derrière lui, il y a la mère poule, celle qui lui donne son arrogance, la spécialiste de ce genre qui est l'Occident avec les États-Unis en tête. N'ayons pas peur de le dire. Le brouillage de l'espace aérien est un exemple de la guerre hybride. Le Rwanda nous envoie une guerre dans nos cieux, devant un ministre de la Défense et un autre des Transports, qui ne pipent mot confortablement assis dans leur bureau climatisé. Les Congolais n'ont pas droit à l'information. La part de responsabilité des dirigeants congolais et des Congolais eux-mêmes est patente. Nous ne nous fatiguerons pas de le démontrer dans ces tableaux. Brisez l'élan des jeunes patriotes. À Ishasha, ce lundi qui passe, les jeunes Wazalendo ont été surpris de voir la centaine de policiers qui pouvaient leur venir en renfort, d'étaler comme des lapins, dès que les forces négatives rwandais et ougandais ont envahi leur territoire. Ils ont dû battre en retraite, évitant raisonnablement un suicide frontal. Aux alentours, aucune trace des militaires des FARDC. Mais un ministre a fait parler de lui, le week-end. Le ministre et porte-parole du gouvernement a affirmé, pince sans rire, que l'armée était en train de peaufiner des contre-attaques terribles pour déloger une fois pour toutes les terroristes. Tous les Congolais saluent cette nouvelle promesse et prient qu'elle soit la dernière avant de passer à l'action. Mais, entre-temps, ils ne doivent pas oublier que l'ennemi a infiltré leur communauté pour planter la graine de la zizanie. L'ennemi qui est partout et détruit progressivement la résilience des populations par des crimes larvés, des protestations formatées et l'objectif de faire du régime du président Tshisekedi un repoussoir que seuls les Rwandais seront capables de changer en paradis. Il y a encore des naïfs qui gobent ces sornettes sûrement parce qu'ils ne connaissent pas l'ennemi ou parce qu'ils ont l'impression d'être abandonnés. Les jeunes Wazalendo, qui sont éparpillés dans la ville de Goma, se sentent en insécurité. Eux, qui se sont résolus à payer de leur vie pour la sécurité de leur ville. Ils en sont arrivés à la conviction que même les autorités civiles ne veulent pas de leur présence, comme ce lundi à Goma, d'où leurs doléances pour des mesures plus fortes de sécurité ont été lettre morte. La guerre asymétrique joue sur cette fausse insécurité, cette instabilité politique, fabriquée pour briser l'élan des résistants et pour terroriser les populations. La guerre asymétrique utilise l'usure diplomatique dans lequel se fourvoient les responsables politiques et militaires de la RDC dans un cessez-le-feu stratégique pour l'ennemi, dans des trêves tactiques pour prendre les localités et avancer. Cessez le jeu du cessez-le-feu. Il ressort de l'histoire des trêves et des opérations de cessez-le-feu qu'à chaque fois qu'elles sont enclenchées, il s'ensuit, comme par enchantement, la prise d'une ou de plusieurs localités sur le territoire congolais par l'ennemi au courant du jeu du cessez-le-feu. Embourbés dans cet incommode politiquement correct, désormais inexcusable alibi, les responsables politiques et militaires du pays, avec l'aval évident du chef suprême des forces armées, arrêtent de lutter pour attendre le nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Le hic est que l'arbitre porte les mêmes couleurs que la partie adverse. Au moins, il ne cache pas sa partialité. Nos responsables sont-ils naïfs ou simplement complices? Cela se dit et s'écrit partout, et nous ne faisons que relayer la rumeur non loin de la certitude. S'ils sont naïfs, nous voudrons les documenter sur certaines réalités géopolitiques qui peuvent leur ouvrir les yeux. Remontons au XIXe siècle, à l'issue de la conférence de Berlin, qui n'était en fait que la conférence du Congo. En effet, elle a été initiée pour faire taire les rivalités occidentales autour du Congo. La Belgique n'était pas prétendante. Rusé, le souverain des Belges qui assistait à la réunion a si bien joué sa partition qu'il est sorti vainqueur de cet événement loufoque. On lui a attribué le Congo pour ses conseils, aux grands dents des rivaux. Ceux-ci ont cependant contraint le roi Léopold II à leur concéder quelques avantages sur le Congo. D'où les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont signé un pacte
dont le contenu n'est curieusement pas connu par les historiens. Les pactes réfèrent souvent à des loges occultes. Ils traversent des siècles. Comprenne qui pourra. Alors dorénavant, cessez le jeu, messieurs les politiciens, car vous savez très bien que ces cessez-le-feu sont des tergiversations au détriment d'une armée congolaise encore en train de se préparer et au profit des armées rwando-ougandaises qui affûtaient déjà leurs armes dans un but précis, l'invasion du territoire congolais, avec le trio du pacte de 1885, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, et bien sûr la Belgique, la naïveté et la complicité. Il y a une naïveté évidente dans ce jeu maléfique, où le Congolais lambda se méprend dans la recherche de la paille dans la communauté internationale, oubliant la poutre logée dans l'œil de ses responsables. Les intelligences réunies autour du chef d'État pour parler des solutions à la guerre sont-elles toutes défaillantes et peu tacticiennes? Les politiciens à l'enseigne du Parlement, dans les commissions de la sécurité et la défense, les ministres de la Défense et celui de l'Intérieur, et les généraux et autres commandants d'état-major devraient alors aller à la retraite. Car il y a des questions simplistes qui taraudent l'esprit des citoyens moyens sur l'enlisement et l'escalade de cette guerre de l'Est. Toutes ces questions simplistes ont une réponse lancinante qui se résume dans ces deux mots. Naïveté. C'est vrai que la proximité sociologique avec les Rwandais est plus nocive avec l'Est voisine du Rwanda que les autres parties du Congo. C'est vrai que l'infiltration rwandaise s'est faite par les mixages et les brassages, engendrant une progéniture des brassés et des mixés issus pour la plupart des familles rwando-congolaises. Ce ne sont pas ces raisons qui expliquent la quasi-absence des troupes régulières dans des lieux stratégiques et les axes importants de la région pour concocter des traquenards face à l'ennemi. Le terrain de la sécurité et de la défense n'est pas loin de celui de la politique. On y découvre les mêmes intrigues, les mêmes peurs, les mêmes appréhensions. Les individus qui tuent le chef Frank. Il y a des tableaux indécents dans la politique congolaise. La communication sur l'état de santé du chef de l'État, cette semaine qui passe, a fait sortir des renards de leur terrier. Les intrigues de palais ont fusé de part et d'autre des régions du pays qui veulent dépecer le pouvoir. Les peurs de perdre ce pouvoir a ressuscité des personnages qui jusque-là tenaient à l'anonymat. Les appréhensions fulgurent à découvert devant une réalité impensée. Le chef peut mourir. À notre avis, la centralisation des échecs et des responsabilités sur le chef, cette sacralisation du pouvoir personnel, ce culte à peine voilé et hypocrite du chef, dans le dessein de se faire remarquer et tenter le népotisme, et cette recherche des puces sur la tête du président Tshisekedi en lui brandissant des épouvantails, tout cela met à mal une politique nationale nue, faible et incapable de s'ériger en force nationale. La maladie du chef a mis à découvert une race des politiciens sans une once d'empathie quand il le faut, obnubilés par la poursuite du pouvoir. Au président Tshisekedi, il faut lui écrire des mots francs et durs. La clameur collective de confiance envers sa personne s'estompe progressivement. Les promesses qu'il a brandies comme des atouts dans sa campagne s'érodent lamentablement, et sa réaction est molle et ne rassure plus. Son silence en temps de guerre est assimilé à de la faiblesse. L'opinion se demande si toutes ces dérobades dans des interviews outre-Atlantique ne sont pas pour la consommation internationale de son devoir de politiquement correct. L'opinion s'interroge si les reculades de l'armée dont il est le chef suprême ne sont pas la pointe visible de l'iceberg. En conclusion, le peuple congolais trouve que son président est dans l'évitement frontal, pendant que l'ennemi gagne du terrain et pactise avec les habitants. Il est dans la passivité volontaire ou involontaire et communique des replis stratégiques pour un désengagement programmé des forces des volontaires, de la patrie et des phares d'essai. Une situation qui a fait dire à l'analyste Jean-Pierre K. que la balkanisation en RDC a atteint aujourd'hui un niveau jamais atteint auparavant. Nous ajoutons à ce commentaire que si cette balkanisation réussit, le président Tshisekedi emportera le lourd fardeau. N'est-il pas le garant, catalyseur de la flamme et du drapeau de la nation? Au revoir et au prochain numéro de podcast.